Bienvenue au Dans 3, 2, 1 podcast. Donc cette semaine, Michel Coulombe. Michel Coulombe qui est un diplômé de communication et sonorisation et de gestion des organismes culturels au HEC. C'est aussi lui qui a mis sur pied les rendez-vous du cinéma québécois, donc de 1984 à 1999, qui existe encore aujourd'hui. Pas plate quand même, hein? Tabarnouche. Il a mis aussi sur pied le dictionnaire du cinéma québécois en 1978. Il y a eu comme une relecture là, en 2006, donc pour vraiment adapter. C'est vraiment fascinant comme œuvre. Vraiment, je vous le conseille. Il y a aussi, en fait, pas des correspondances, en fait, c'est vraiment plus sur la base des entretiens. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, des entretiens avec Denis Arcand, Jean Baudin et Gilles Carle, Jean Baudin, Denis Arcand, voilà. Que j'ai consulté, je vais vous en faire un petit débriefing dans 2 petites secondes, mais je tiens aussi à dire que son plus récent ouvrage est disponible donc dans toute bonne librairie. Donc on parle ici de Le Québec au cinéma. Donc pas le cinéma québécois, là, Le Québec au cinéma, c'est quasiment sociologique comme œuvre. Donc d'ailleurs, on y apprend des choses tellement fascinantes. On y apprend que la première voix qu'on entend dans un film au Québec, c'est ni plus ni moins René Lévesque, mesdames et messieurs. C'est fou, ça, quand même. La première voix, le premier film parlant au Québec, c'est René Lévesque qui fait la voix. Un petit cul de 20 ans là-dedans, qui ne savait pas qu'il allait changer le Québec pour toujours. Quand même fou, ça. Voilà. Donc, super. Donc, je vous passe en revue vite. Je trouve ça plate. C'était ma première entrevue, donc on n'a pas passé vraiment à travers... je me suis vraiment attardé là, au top 10 parce que c'est ma première entrevue. On se délie les jambes et tout, voilà. Mais bon, je tenais vraiment à passer en revue avec vous là, les questions en fait que je voulais lui poser ou du moins les informations que je souhaitais lui soutirer de ses entretiens. Donc, entre autres avec Gilles Carle, qui est un immense réalisateur. La mort d'un bûcheron puis les mâles, là, c'est de la bombe. Vous devez consommer ces films au plus vite. C'est un gars qui a fait les beaux-arts, comme Jean Baudin. Man, qu'est-ce qui se passe? C'est tous des gens qui travaillent de leurs mains, qui sont des grands réalisateurs au Québec, j'en reviens pas. Sa première caméra de l'époque, tu sais, comme, je sais pas si vous êtes familier avec les Super 8, sinon, c'est pas plus grave que ça, mais les réalisateurs qui ont été populaires dans les années à peu près 60 travaillaient avec des Super 8. Ça a vraiment changé la vie de plusieurs réalisateurs, genre Bergman, genre probablement Kurosawa, Tarkovsky, bon, Fellini, les Super 8, ça a été de la bombe. Lui... Gilles Carle avait une Beaulieu 16 mm. Beaulieu 16 mm, man. Si un jour, je pouvais seulement en avoir une, là, qu'est-ce que je donnerais pour elle? Ensuite, Gilles Carle, c'est un gars qui a fait de la contrebande de cigarettes et il vendait ses dessins érotiques. C'est à ça que ça sert, les beaux-arts. C'est à ça que ça sert. Sinon, t'es pas quand même, c'est ça que j'aime. C'est un cinéma de vagabond. Ensuite, on parle des films Onyx, qui était une maison de production où il y avait Gilles Carle, Jean-Claude Labrec, Jutras, Gagné, Arcand, Forcier, Brassard. Ça n'a pas de sens, man. Une maison de production qui a tous les kingpins du Québec, ça n'a juste pas de sens. Ensuite, autre fait intéressant, Les Mâles, le film que je vous parlais, là, qui est un chef-d'œuvre, a tellement pogné au Brésil que le distributeur brésilien s'est mis riche et avec cette richesse-là, il s'est acheté une villa et il a invité l'équipe au complet. Personne n'a accepté. Il y en a un qui a accepté. Le lead, Donald Pilon. Il est allé fêter là-bas, fumer des cigares avec un Brésilien dans sa villa grâce au film Les Mâles. C'est fou, ça n'a pas de sens. Ensuite, oui, dans son film La vie heureuse de Léopold Z, à la base, c'est un documentaire sur le déneigement qu'il devait faire. Et à l'intérieur de ça, il a fait comme si le tournage était compliqué. Oui, c'est vrai, il neigeait pas assez, fait que c'était difficile de faire le film, mais il a vraiment allongé ses journées de tournage. Il s'est mis à écrire des scènes et il a greffé au documentaire sur le déneigement des scènes et le blend fait le film. C'était pas un film, il a tété de l'argent pour un projet qui était pas celui auquel on s'attendait en première place. Je sais pas si c'est clair, là. Il a fait un film sur le déneigement qui est un documentaire finalement. Il a ajouté des histoires d'un homme et le mélange fait un des films les plus importants de l'histoire du Québec. Tellement astucieux, je trouve ça fou. Voilà. Sinon, quoi d'autre à propos de Gilles Carle? Ça ressemble à ça. Denis Arcand. Oui, hey, ça c'est super intéressant. C'est sur l'ONF. Les chefs-d'œuvre, selon Denis Arcand, ce serait Voir Miami, Golden Gloves et Bûcheron de la Manoine. Pour lui, c'est des chefs-d'œuvre. Fait que si jamais vous voulez aller check it out, comme on dit dans le langage des jeunes,
Pourquoi pas après tout, hein? Ensuite, il nous parle de l'anecdote de Robert De Niro. Donc, Robert De Niro, semblerait-il qu'avant d'accepter un scénario, ce qu'il fait, c'est qu'il demande au réalisateur quelles sont les musiques du film. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu as écrit le scénario? Quelles sont les musiques auxquelles tu associerais ton histoire? Et si le réalisateur dit « Moi, j'écoute pas de musique, ça m'intéresse pas. Quand j'écris, la musique, j'en écoute pas. » Ben, il refuse. Non, ça se peut pas. C'est une ambiance. Un cinéma, c'est de l'ambiance. Ça prend de la musique et la musique va en fait être tributaire de l'histoire. Voilà. Ensuite, pour que les acteurs soient libres, pour que les acteurs soient plus libres, ils ne travaillent pas avec un découpage technique. Donc, lui, il voulait vraiment travailler avec l'espace. Puis ensuite, il fait son découpage, puis il filme les gens. Contrairement à Hitchcock, on apprend que Hitchcock, semblerait-il, s'ennuyait terriblement sur les plateaux parce que son découpage technique était fait à la fine pointe, là, au détail près. C'est même, à ce qui paraît, ça arrivait même qu'il allait manger pendant que ça tournait. Ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Qui sait? William Friedkin, je sais pas si vous êtes familier avec William Friedkin, c'est le gars de L'Exorciste. Jésus de Montréal, le film de New York, c'est un de ses films préférés. Je m'attendais pas à ça. Au travers, Denis Arcand est ami avec Jutra. Ils ont invité Roberto Rossellini, dans sa demeure de Boucherville. Ouais. J'en reviens pas. Jean Baudin maintenant. Ben tu vois, il a fait les Beaux-Arts en Suisse, lui. J'en reviens pas. 1964, c'est sa première job. Il travaille sur La vie heureuse de Léopold Z, que je vous ai parlé de Gilles Carle. Sauf que Gilles Carle ne se rappelle pas l'avoir engagé. Tabarnouche. Pierre Perrault, c'était pas un autoritaire, mais c'est un grand leader. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. C'est un gars qui travaille vraiment là, comme sur du documentaire. Fait qu'il y a quelque chose d'être très psychologue dans l'approche. Puis c'était vraiment un grand leader. Les gens, à ce qui paraît, se donnaient corps et âme pour son cinéma. Donc, c'est quelque chose qui revient dans le podcast, là. Le leadership que quelqu'un doit avoir pour rallier les gens dans son projet, là. C'est vraiment, vraiment important. Monique Mercure a gagné le prix d'interprétation en 1977 et ça le nuit à sa carrière au Québec. Tu sais, dans l'international, ça te donne une carrière, avoir des prix. Pas au Québec, visiblement, ou du moins à une certaine époque. Je trouve ça super dommage pour elle. Jean Baudin a fait un stage, pardonnez-moi, à Universal Studios. Je suis désolé, j'ai pu parler ça là. Les filles de Caleb, en 31 janvier 1991, un record canadien, on parle de 3 600 000 téléspectateurs distribués dans 60 pays. Comment? En tout cas, bravo à Jean Baudin. Il dit être prêt à aller aussi loin que les acteurs sont prêts à aller. Donc, c'est comme l'éthique du réalisateur. C'est-à-dire que si l'acteur est prêt à vivre les plus grandes souffrances, à passer dans des endroits trash, lui, il va. Puis si l'acteur ou l'actrice n'est pas prêt, ben cet acteur ou cette actrice-là est tout simplement pas prêt. Je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, il n'y a pas meilleur conseil. Les filles de Caleb, c'est 199 jours de tournage, soit 1 an et demi à 16 heures par jour. Pardon? En tout cas, j'en reviens pas. Et ensuite, Jean Baudin nous laisse avec une morale. Le but de l'existence, mesdames et messieurs, c'est la bonté. J'en reviens pas. C'est pas beau, ça? Wow. Alors, dans 3, 2, 1. Merci beaucoup, premièrement, à Michel, d'avoir accepté. Je te propose qu'on fasse un top 10. En fait, on a déjà fait un top 10, mais je te propose qu'on en parle et qu'on... exact. J'ai mon top 10. Génial. Et je te propose aussi qu'on explique aussi peut-être petit synopsis et pourquoi c'est un film qu'on aime. Je sais pas si on devrait faire comme... Moi, ils sont pas en ordre, là. Je serais pas prêt à dire que mon 1, c'est mon préféré nécessairement. Moi, je suis incapable de faire ça. Exact. Donc là, je suis allé par ordre alphabétique. Ça me simplifie les choses. Donc, tu as ton top 10? J'ai mon top 10 sur moi. Vas-y.
Ben moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire un chaque, peut-être? Oui, ok, ben on verra qu'on en a sûrement comme un. Vas-y pour ton premier. Peut-être. Écoute, moi, j'ai triché en partant parce que Gilles Card est un de mes réalisateurs préférés. Et il a fait un film qui lui déteste de lui, qui est Les Corps Célestes, qui est un film que je crois qu'il semblait dire qui est raté, alors que pour moi, c'est loin d'être raté. Et Les Mâles. Donc, en gros, Les Corps Célestes. Comment expliquer? Premièrement, Gilles Card, c'est quelqu'un de l'Abitibi, de Maniwaki, je pense. De Maniwaki, mais qui a vécu en Abitibi. Et là, c'est des prostituées. Il s'ouvre un bordel. Qui ouvre un bordel dans un endroit qui s'appelle Bourne Town, quelque chose comme ça, pour pas qu'on nomme une... Donc, j'ai fait notamment la liste des fausses municipalités dans les films québécois, dans le Québec au cinéma. Oui, c'est vrai. Exact. Donc, voilà. C'en est une, ça. Il s'ouvre un bordel et qui est joué... et c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans son cinéma. Je suis tellement content de l'avoir appris via ton livre que c'est un grand fan de Buster Keaton parce qu'il y a ce côté-là, des fois, dans son cinéma où c'est un peu décalé, puis il est toujours très bien joué par Donald Pilon, là, qui joue toujours à la limite entre... Il est toujours divertissant, mais en même temps, il y a des moments où tu te dis, OK, dans le jeu qu'on a aujourd'hui, qui est l'ultra-réalisme, il est pas là. Mais en même temps, il est juste, on le croit, là, donc il y a quelque chose dans son jeu. Et ça se passe autour de Noël, et Noël, c'est l'obsession de Gilles Card. OK. La vie heureuse de Léopold Z, bien sûr, c'est Noël, mais ça revient constamment dans ses films. Donc, la célébration de Noël, c'est quelque chose d'important pour lui. Et on le voit dans ce film-là, il prend la sexualité et la religion, puis il fait un petit cocktail avec ça. Qui est une phrase que j'adorais du film, et je suis content que tu l'aies cité. C'est quoi? Caressez-vous les uns les autres? Oui. Exact. Donc, il y a déjà qui donne le ton. Mais on a cette jeune prostituée innocente et belle et tout, sa conjointe à l'époque, Carole Laure, qui se confesse innocemment, et le prêtre veut tous les détails, combien de fois, avec qui, et on voit que, bon, voilà, il y prend beaucoup de plaisir. Exact. Mais non, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est... elle est, je crois, vierge, Carole Laure, donc dans son personnage. Et elle est chapeautée par Michel Langto, qui est tout le temps extraordinairement filmé par Gilles Card, à mon humble avis. Si j'avais une machine à retourner dans le temps, je l'aurais probablement courtisée. Je la trouve extraordinaire. Dans La vraie nature de Bernadette, elle est absolument formidable. C'est d'ailleurs, qui, je crois, était pressentie pour gagner le prix d'interprétation féminine à Cannes, et qui aurait été la première actrice ou acteur québécoise. Parce que c'est une vraie performance, oui. Parce que, exact. Et que Monique Mercure l'a gagné, je pense, en 77. 77, oui, effectivement, exact. Pour J.A. Martin, photographe. Exactement. Donc, voilà. Justement, elle est chapeautée, et l'histoire, justement, tourne autour de la sexualité, se partir un bordel. Et c'est fou parce que c'est pas un film particulièrement sexuel. Il n'y a pas des scènes de sexualité. On n'est pas dans l'ultra-réalisme. Au contraire, c'est très décalé, c'est très comique. Et c'est un film que des fois, Gilles Card, des fois avec le recul, il y a peut-être certaines longueurs que je trouve qu'il n'y a pas dans ce film-là. Tu sais, La mort d'un bûcheron, tu regardes ça, puis des fois, il y a une scène où Daniel Pilon parle sur le trottoir pendant une quinzaine de minutes, puis tu fais, mais ça pourrait être aussi 5, là, tu sais, la scène est trop longue, là. On peut resserrer, oui. Mais bon, ça fait partie du charme aussi, là. Il y a un peu ces côtés-là, des fois, des digressions que j'aime beaucoup. Et Les Mâles, comment expliquer? On est en, mettons, 1980, mais on est... Les Mâles, c'est avant ça. C'est dans les années 70. Dans les années 70. Oui, c'est vrai, 74, si ma mémoire est bonne. Mais peu importe, c'est dans le monde moderne pour l'époque. Mais il y a toujours bien deux hommes qui sont des trappeurs dans la forêt. Et soudainement, il y a une femme qui arrive et ça bouleverse leur monde. Et ces trappeurs urbains-là, qui vivent constamment en forêt, intègrent la ville et ça crée une commotion, en gros. Le film avait été promu au Festival de Cannes avec des culturistes, hein? Puisque ça vendait l'idée donc de mâles canadiens. Là, déjà, bon, il y a l'image canadienne d'hommes sauvages et tout. Donc, ils avaient engagé des beaux gars pour se promener sur la croisette au Festival de Cannes et parler de ces mâles canadiens qui vous attendaient, qui ressemblaient pas du tout aux personnages du film. OK. Moi, j'ai retenu Les Ploufs, tu vois, dans mon palmarès, parce que ce film-là, bon, qui est un film ambitieux, auquel on a fait tous les reproches quand il est sorti, autour de 1980,
quand il est sorti, on lui a reproché d'avoir pompé tout l'argent du cinéma québécois. Il y en avait peu à l'époque, parce que le film avait de l'ambition. C'était à la fois un film et une série, une adaptation de Roger Lemelin. Il y avait eu peu d'adaptations encore jusque-là. Et c'est une vraie chronique familiale, comme moi, j'en voyais à ce moment-là de tous les pays. J'en voyais beaucoup dans le cinéma italien, par exemple. Je pouvais en voir chez Bergman, donc dans le cinéma scandinave en général. J'en voyais pas dans le cinéma québécois. Et là, je me disais, waouh, ça, c'est nous. C'est nous à ce moment-là. On est dans les années 30. C'est un nous qui me concerne pas. Puis à Québec, je vivais pas dans la basse ville. Mais ça cernait quelque chose du Québec avec, je dirais, avec appétit. Et des personnages qui sont tellement bien incarné, le sportif, la vieille fille, le père syndicaliste, le fils qui se voit ailleurs, le Ovid Plouffe, amoureux mais maladroit et tout. C'était formidable. Oh, vraiment. Juste parce que ça vient de me popper, que c'est d'ailleurs, on l'apprend dans les entretiens que tu avais avec Gilles Carle, que le diffuseur ou un des diffuseurs brésiliens avec les mâles, il a tellement fait d'argent à parce qu'il y a eu comme une mésaventure. La première diffusion a plus ou moins fonctionné. La deuxième, me semble-t-il, fonctionné. Ça a tellement été un succès qu'il a réussi à s'acheter une villa, ce fameux producteur-là. Et il a envoyé des invitations à l'équipe pour les remercier. Et le seul qui a accepté, c'est Donald Pilon. Et Donald Pilon est allé dans la villa du monsieur diffuseur brésilien pour fêter. Là. J'ai fait les mâles, puis c'était pas... Mais les films, c'est ça souvent. C'est des succès inattendus qui viennent parfois confirmer le talent, bien sûr, mais aussi faire prospérer des gens qui n'ont rien fait, dans le fond. Ben, ultimement, hein? mais qui ont profité de ce que ce film-là correspondait à quelque chose de l'époque. Exact. Parce que c'est ça aussi. Oui, comme je le dis, sont pas en ordre. Là. J'ai plus contemporain peut-être, À l'origine d'un cri, de Robert Aubert, oui. Que ça se passe sur 3 générations, donc on parle de Jean Lapointe, mais sympathique. J'ai beaucoup parlé du film quand on a appris la mort de Jean Lapointe, parce que c'est pour moi un des grands rôles de sa carrière. Là. Et qui est un acteur qui est très exubérant. Et que je trouve très dans le... Il y a quelque chose de très simple, pas simpliste, mais minimaliste, de très retenu dans la retenue dans ce film-là, oui. Et qui est vraiment extraordinaire dedans. Et Patrick Yvon aussi, et évidemment Michel Barrette. Là. L'histoire, en gros, c'est le père, donc pas le fils ni le grand-père. Donc le père perd sa femme et... Il n'accepte pas vraiment cette mort-là. On va simplifier pour que les gens en aient la surprise, mais c'est 3 hommes aussi qui ont un problème difficile, enfin un rapport difficile avec l'alcool. Exact. C'est ça. Il y a des vérités qui sortent tout au long de l'histoire. Il y a un lien difficile justement avec cette femme-là. Donc... j'aurais dû te laisser continuer parce que c'était pas plus... Non, mais tu vois, de Jean Lapointe, de son profil, j'ai retenu Les Ordres de Michel Brault. J'évoquais le film tout à l'heure parce que le film a été fait de transcription, une 50aine de personnes qui ont témoigné de ce qu'elles avaient vécu lors de la loi des mesures de guerre, c'est-à-dire qu'il y en a 450 qui ont été arrêtés sans raison parce qu'ils avaient des activités syndicales, et aucun d'entre eux a été clairement associé, identifié comme felkistes. C'est des gens qui dérangeaient finalement le pouvoir. Donc on les a arrêtés de façon extrêmement arbitraire. Et là-dedans, donc il s'appelle Clermont Boudreau. C'est un employé du textile, mais aussi délégué syndical. Et pour ces raisons-là, il est suspendu par son employeur. Et donc, il va être arrêté. Et c'est... Donc, à la mort de Jean Lapointe, c'est le personnage auquel tout le monde se référait, parce que le film est puissant, bien sûr, mais aussi parce que là-dedans, il est justement tout en retenue dans le rôle d'un homme humilié, qui est en prison et qui finit par recevoir un sac en papier parce qu'il n'y a rien de bon à manger en prison, dans lequel il y a des chips puis une boisson gazeuse, puis il mange ces chips, mais avec avidité, et il pleure parce que c'est ça sa vie, c'est de pouvoir trouver que recevoir un sac de chips comme un repas, c'est une grande chose. C'est d'un déprimant
incroyable. C'est d'une grande dureté de constater ça. Puis c'est un homme à qui on va accorder d'aller visiter son père décédé au salon funéraire. Donc, on l'escorte et il le visite en dehors des heures. Donc, quand il n'y a absolument personne, il y a juste le temps de s'agenouiller devant lui et il signe le registre, Clermont-Boudreau, et il écrit en dessous « Injustice ». Et là-dedans, on a tout le regard du monde, bien sûr, sur le monde, c'est-à-dire qu'il y avait Michel Brault. C'est simple et c'est puissant. Un jour, au début des années 2000, il y avait un endroit à Montréal donc, qui s'appelait la Boîte Noire, où on vendait des DVD, enfin on les vendait puis on les louait. Et il y avait des lancements, parfois. Je cours pas vraiment les lancements, mais j'étais allé parce que on lançait donc un nouveau DVD ou remasterisé, ou enfin où il avait été absent des rayons pendant un certain temps, Désordre. Et donc, Michel Brault y était, moi je l'aimais bien. J'ai assisté au lancement et c'était donc 30 ans à peu près après la sortie du film, plus ou moins. Et Michel Brault de nous annoncer, voilà, ce film que nous avons fait donc dans les années 70, qui a été couronné du prix de la mise en scène au Festival de Cannes, est maintenant rentable. Il venait de couvrir ses frais. C'est rarement le cas pour les films québécois. Dans ce cas-là, c'est un film qui est et en noir et blanc et en couleur, pour une raison toute simple. Ils ont ramassé la pellicule qu'ils trouvaient à gauche, à droite. Donc, ils ont demandé, toi, aurais-tu encore de la pellicule? Oui, il m'en reste de mon tournage et tout. Alors, il y avait du noir et blanc, il y avait de la couleur. Et ils ont pris tout ça, puis ils se sont dit, on va se trouver un système qui justifie ces deux choses-là. En prison, c'est en couleur, puis autrement, c'est en noir et blanc. Mais donc, à partir d'une contrainte, ils ont fait quelque chose qui est un regard sur le cinéma. Non, exact. Puis le film aussi est visuellement magnifique parce que c'est quelqu'un qui a travaillé comme DOP, là, comme directeur de la photographie. Donc ça aussi, de ce point de vue-là... C'est un grand directeur de la photographie. C'est extraordinaire. Puis il y a quelque chose de... Moi, c'est Falardeau. Il y a une entrevue, parce que j'étais un grand fan des entrevues de Falardeau. J'adore ses films aussi, mais ces entrevues sont formidables. C'est quoi qu'il avait dit? Il n'y a rien de meilleur que ça. Le gars, il mange un chip, puis il boit un coke, puis il braille. C'est magnifique. Tu sais, lui, il était très... C'est la politique. C'est le cinéma politique qui l'intéressait. Bien sûr, parce que son regard était politique, mais c'est sûr que dans cette chose-là, très simple, il y a tout, tu sais. On n'a pas un homme qui dit voilà mon discours sur l'humiliation ou ce que... Non, il est réduit à rien parce qu'il est en prison. Puis il n'y a pas d'explication. Hein. On leur dira jamais, ni quand ils entrent, ni quand ils sortent, voilà pourquoi on vous a arrêté. Dans son cas, il était délégué syndical. Donc, un fauteur de troubles, j'imagine, quelqu'un à gauche, donc, puisqu'il défendait les travailleurs. On lui dira jamais. Et puis, on lui offre, ben là, c'est du gruau qu'on lui donne à répétition, puis il dit que le gruau est froid, il n'est pas mangeable, on ne donnerait pas ça à des cochons et tout. Alors, quand il y a des chips, ben là, c'est comme un grand moment, mais en même temps, je pense que quand on le vit, on voit bien que le grand moment est une chose abominable. Se réjouir de ça, c'est accepter sa condition. Dans tout ce que ça de triste, en fait. Il y a quelque chose aussi, le contact avec l'extérieur, puis le choix, tu sais, c'est pas des peanuts qui mangent, c'est vraiment un sac de chips avec son coke. Avec son coke. Il y a quelque chose de génial. Puis aussi, tu sais, les personnages qui se présentent aussi, il y a comme une espèce de... Moi, je suis Jean Lapointe, je suis un acteur et je vais jouer le personnage qui est dans le film. Donc, l'influence du documentaire qui est très présente. Il y a le cinéma direct qui est là en même temps du côté contemporain qui est plus, on va vers la fiction. Et en fait, il suffit d'un plan parce qu'il dit « Je suis Jean Lapointe, puis dans ce film-là, je vais vous jouer Clermont-Boudreau, c'est un employé du textile, tout ça. » Puis t'es à côté d'Hélène Loisel, qui est son épouse là-dedans et tout. Donc, c'est Marie. Et puis, change de plan. Et là, dans le plan suivant, il est devenu Clermont-Boudreau. Il n'est plus Jean Lapointe. Puis on voit bien ce qu'on voit à l'écran, que c'est le même acteur, mais oups, on est passé du documentaire à la fiction comme ça, simplement par une coupe. Absolument. C'est un grand film. Oui, absolument. Ben, je l'ai mis, absolument. Film que je me doute que tu connais, mais qui est peu connu du grand public parce que c'est un drôle d'objet. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Oui. OK, donc voilà. Ça, t'aimes ça, toi? Ah oui, t'as pas aimé? Mais c'est correct. Moi, j'espérais qu'on soit pas d'accord. Ben, à un moment donné, on soit pas d'accord. Oui, mais ça, c'est vraiment, il serait pas sur mon... Ben, c'est correct. Il serait pas sur ma liste des 10 meilleurs. Je peux comprendre que Simon, Mathieu, qui ont fait ce film-là, c'est deux réalisateurs qui ont un vrai discours politique, qui présentent la génération carré rouge. Exact. On est dans cet univers-là. Et
en fait, je dirais la frange anarchiste du mouvement des Carrés rouges. Et bon, je pense que c'est avec ça, jusqu'au bouddhisme-là, qui nie tout, là, et qui est parfois, enfin, qui donne des scènes d'une grande, grande méchanceté à l'égard de gens simples. Moi, la méchanceté à l'égard des gens simples, c'est une chose que j'accepte pas. Il y a un des personnages qui tient à s'immoler devant la maison de sa mère pour lui faire bien entendre que sa mère est aliénée. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je reçois ça comme une telle violence qui est déraisonnable. Là. Absolument. Je vois ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez raconter? Puis est-ce que vous comprenez à quel point votre personnage est juste quelqu'un de vraiment pas bien? C'est ça, vos personnages. J'ai de la difficulté à me... Voilà. Ben, moi, je l'ai vu de l'autre côté en me disant, tu sais, des fois, les personnages n'ont pas à être attachants, même si je dois avouer que j'aime bien, tu sais, c'est le meilleur médium pour l'empathie. Il n'y a rien comme une caméra pour faire ressentir l'empathie, mais il y avait quelque chose de moi, de la fascination de gens qui vont au bout de ce qu'ils, eux, considèrent comme quelque chose de bien. Donc, il y a quelque chose dans l'excès, justement, qui... Moi, je regardais ça en me disant, ça n'a pas de sens, que ça existe. Moi, j'arrive, à la limite. J'arrive pas, en fait... J'admire la démarche. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui serait pour eux quelque chose, ce qu'ils défendent. Donc, comme j'arrive pas à ça, je les vois juste être juste mesquins parce que quelqu'un frappe à leur porte, puis je pense que c'est une personne qui défend l'idée d'une ruelle verte. Sincèrement, comme on dit, ça mange pas de pain, c'est pas méchant, là, c'est comme juste un beau geste citoyen de voisinage. Tu comprends? C'est pas, ça te heurte pas, c'est pas le patronat dans ce qu'il y a de plus laid qui vient frapper à ta porte. C'est quelqu'un qui se dit, ben voilà, on vit dans ce milieu-là, puis on va essayer de faire un petit geste pour le quotidien. Je comprends. Et même face à ça, ils sont ignobles. Je comprends. Et je les regarde, puis je me dis, vraiment, bon... C'est probablement l'effet qu'on souhaite obtenir du spectateur, enfin d'une partie des spectateurs. Je vous aime pas. Donc j'ai de la difficulté à je peux avoir en relation, disons, avec ces personnages-là. Je comprends. Je l'ai mis aussi parce que il y a quelque chose de j'en reviens pas que ça existe. On commence sur du Philip Glass. Après ça, on se retrouve... La marque, c'est filmé. Il y a quelque chose même de l'art et d'essai, je trouve aussi. Un film d'art et d'essai qui me fascine. Puis il y a quelque chose aussi où c'est un peu comme la fascination morbide qu'on peut avoir pour des membres de la mafia, pour moi, ou qu'on peut avoir pour un tueur en série ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, pour moi, de... Tu peux pas avoir de l'empathie, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. Mais je peux comprendre... Ils ont eu, quand le film est sorti, puis bon, il y a eu une reconnaissance d'abord au Festival de Toronto, puis s'est trouvé devant un certain nombre de spectateurs qui adhéraient fortement, mais qui n'étaient pas si nombreux non plus, là. Mais ils se sont trouvés devant la résistance, le mot est gentil, des fameux carrés rouges. C'est-à-dire ceux qui avaient incarné ce mouvement-là se voyaient pour la première fois représentés, mais je précise, hein, c'est vraiment la frange anarchiste du groupe, là, c'est pas les idéalistes à la Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, c'est pas cette partie-là, c'en est d'autres. Et ils sont donc retrouvés devant le rejet de ces gens-là qui disaient « c'est pas nous, on n'est pas comme ça, pourquoi nous ?» et qui étaient vraiment en colère. Je comprends. Mais en revanche, qu'est-ce que tu as sur ta liste? Ben, notamment parce qu'on en a déjà évoqué, mais bien sûr les bons débarras. Okay. Parce que c'était de Francis Mankiewicz, parce que c'est aussi Régent Ducharme, parce que c'est la révélation de Charlotte Laurier, de Marie Tifo, consécration aussi de Germain Hood, c'est la même période que Mourir à tue-tête, Roger Lebel qui est extraordinaire en policier, puis c'est vraiment un regard sur un Québec des petites gens, là, parce qu'on est dans les Laurentides, c'est un peu court à scrap, hein, on est dans une petite maison ordinaire, des gens. Gilbert Scott est extraordinaire. C'est ce que j'allais dire, Gilbert Scott, il est chauffeur d'autobus. Oui, non, mais il est tout le temps gelé, me semble aussi. Non, mais il est vraiment formidable là-dedans. Il y a un portrait du Québec et une langue là-dedans, et puis un jusqu'au boutisme, parce que le personnage joué par Charlotte Laurier aime démesurément, mais aime cruellement aussi. Elle lit les hauts de Hurlevent, puis elle est habitée par un univers romanesque, et donc éliminer les concurrents qui sont autour d'elle à l'amour de sa mère, là, puisque c'est un amour possessif. C'est sa grande quête à ce moment-là. C'est formidable, c'est un grand personnage là, pour Charlotte Laurier, mais au cinéma québécois, on n'avait rien vu pour moi qui ressemblait à ça. Absolument.
Génial. J'ai Mommy de Xavier Dolan. Mais ça... Oui, c'est incontournable. Ça, tu sais. C'est incontournable. Je sais même pas si j'ai... Oui, mais dans l'ensemble de Xavier Dolan, autant J'ai tué ma mère était la fraîcheur même, c'est-à-dire maladroit, mais tellement juste, voilà, je fais un film et je fonce, et avec tout ce qu'il pourrait y avoir de fil qui dépasse, mais on sent le geste, l'urgence du geste, bien sûr. Autant Mommy et la consécration de ce qui sera ce parcours-là. Là, c'est la maîtrise ultime dans ce rapport mère-fils, qui était déjà dans J'ai tué ma mère, dans ce qu'il fait avec, bien sûr, Anne Dorval, dans son rapport à la musique, c'est encore là une consécration. Autant, moi, je suis exaspéré, et le mot exaspéré est en dessous de ce que je peux exprimer par Laurence Anyways. Pour moi, c'est un film de fabrication. Enfin, il n'y a rien. Rien. Il y a 45 minutes de trop. T'es pas le seul qui me dit ça. Oui, 45 minutes de trop. Moi, j'ai bien aimé, quand même. Alors, mettons 50 minutes de trop. Non, mais pour moi, il y a des fulgurances, il y a des choses qui sont bien, mais il y a de la complaisance, beaucoup, pour moi, dans ce film-là. Bref, c'est un parcours où il y a une espèce d'ovni qui est ce garçon-là, et puis des moments où on lui dit ben voilà, c'est carte blanche parce qu'on t'a pas donné d'argent avant, alors ça donne Laurence Anyways un objet où, franchement... Mais les amours imaginaires aussi, non? Il y a les amours imaginaires, mais qui est donc un film entre amis, on part en auto avec des amis, puis on se dit qu'est-ce qu'on ferait bien comme film, puis allez hop... bon, avec le talent qu'il avait, pas parce qu'il l'a plus, mais qu'il a exprimé dans tous ses premiers films, parce que c'est un grand dialoguiste, un bon directeur d'acteur, c'est quelqu'un qui a un regard sur le monde, mais Mommy est vraiment la façon de synthétiser ça. Là. Au niveau de la langue, c'est fou, je veux dire. Il mord dedans. Ah, c'est fou, c'est vraiment il mord dedans. Puis il sait écrire des personnages. On les voit, on les sent. Puis c'est quelque chose des fois que je trouve qui manque peut-être de pas assumer qu'on a de l'empathie ou qu'on apprécie ton personnage de base. Il y avait quelque chose aussi, avec un ami, on discutait la Shape of Water de Guillermo del Toro, où un handicap devient soudainement aimer mon personnage, soyez attaché à ce personnage-là, ou des réalisateurs qui vont carrément... le personnage a rien vécu, puis on assume, on joue sur... Vous avez de l'empathie pour ce personnage-là, alors que Xavier Dolan, de la manière que c'est construit, on ne peut pas ne pas les aimer puis ne pas les comprendre, puis Non, puis on comprend l'ultime dilemme, là, ce à quoi cette femme-là est confrontée, parce qu'elle va faire un choix qui est un choix terrible, mais son rapport avec sa voisine, Suzanne Clément, Anne Dorval, c'est des Stradivarius, là. On les regarde dans cet univers-là, c'est formidable, puis il assume ses goûts, du Céline Dion ou de la musique... on pourrait dire pas rapport, parfois, étonnamment bien intégré à ce qui est sa façon de faire à lui. Puis il a su s'entourer. Il s'entoure pas pour tout, parce que c'est un homme orchestre. Il y a peu d'intermédiaires, oui, exactement. Mais André Turpin, à la caméra, c'est pour lui... ça fait un binôme vraiment formidable. Exact. Il y a vraiment ce moment où on joue sur la taille de l'écran. Il y a quand même des idées de cinéma dans son cinéma. Et est-ce que toi, tu l'as sur ta liste? Oui, je l'avais. Comme j'ai Crazy, par exemple. Oui, de Jean-Marc Vallée, parce que faut dire que j'ai un problème, je suis très sentimental d'une certaine façon, un grand attachement, parce que je l'ai connu avant qu'il ne perce, puisque c'était ses premiers courts-métrages, Jean-Marc. C'est quelqu'un que j'ai vu monter. Autant Xavier Dolan, ça a été fulgurant, autant chez Jean-Marc, il y a eu des courts-métrages, puis des courts-métrages très personnels, son histoire familiale, et puis un premier film plus générique, disons Liste Noire, une tentative américaine qui n'avait pas fonctionné, avec un acteur de deuxième zone, des petits films. Il a mis du temps à trouver sa place. Et Crazy est la synthèse de ce qu'il avait ramassé sur ce parcours-là, de ce qu'il cherchait et tout, parce que l'histoire est forte, parce que le rapport à la musique, bien sûr, est assez expressif, merci. Là, on a un combat entre Aznavour et Bowie, littéralement, et puis un rapport père-fils. Moi, j'aime beaucoup Michel Côté, là, je trouve que c'est la
quintessence de ce qu'est Michel Côté comme personne à l'écran. Bien sûr, Marc-André Grondin aussi. Oui. Il est vraiment très bien. Je dis très bien. Ça l'a consacré et ça lui a ouvert la porte d'une carrière française. Ce que Jean-Marc Vallée a fait, ce que beaucoup d'acteurs qui ont travaillé avec Xavier Dolan ont connu aussi. C'est-à-dire que Anne Dorval, Monia Chokri, Suzanne Clément, Neil Schneider, ces acteurs-là, donc, qui ont été associés à l'univers de Xavier Dolan, ont vu leurs possibilités s'accroître sous leurs yeux. Là, de nouvelles portes s'ouvraient pour eux. Mais c'est fou parce que ça, c'est un autre truc qu'on apprend dans les entretiens, c'est que beaucoup de réalisateurs, ça semblerait-il que c'est le truc de De Niro, quand il vient pour lire un scénario, il s'assure des choix musicaux de la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire que si on dit Martin Scorsese vient le voir, ben qu'est-ce que tu écoutes pour ce film-là? Quelle scène, quelle musique je devrais écouter pour telle scène? Puis c'est exactement ce qu'est Jean-Marc Vallée. Autant dans ses choix dans ses films, mais il semblerait qu'il utilisait aussi de la musique dans ses auditions. Oui. Il y avait quelque chose de très festif dans son travail qui détend les acteurs puis qui fait que finalement, au bout d'une demi-heure, ben, il devient vraiment eux autres et ils sont prêts à jouer. Il n'y a pas de notion de stress ou de quoi que ce soit qui est vraiment une technique. Mais il était aussi DJ dans la vie. Ah, c'est vrai? Oui, il faisait ça. C'était un de ses à côté. Là. Il faisait DJ dans des fêtes et tout parce qu'il avait des playlists, mais il donnait des playlists à ses acteurs. Comme il y a des réalisateurs, c'était le cas de Sergio Leone, puisqu'il y a eu un très beau documentaire sur Ennio Morricone sorti récemment, puis on remontrait une scène avec Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique, qui a été tournée avec la musique sur le plateau, parce qu'elle était déjà écrite, et l'acteur se sert de ça. C'est une approche du cinéma, puis bon, la musique en fait partie. Hein. C'est fou, oui, exactement, j'avais cru comprendre que même il demande... J'aimerais une scène, bon, il donne des pistes, et ensuite, Morricone travaille une musique, et ensuite, il écrit mot pour mot la scène qu'il veut précisément à l'aide de sa musique, qui est... Quel luxe, là! Oui. Mais de très nombreux réalisateurs ont eu un rapport vraiment fusionnel avec l'univers musical de leur film. Dans le cas de Jean-Marc Vallée, l'idée même de Crazy, c'était de prendre une partie démesurée du budget pour sécuriser des droits musicaux. C'est ce qui a d'ailleurs limité la diffusion du film. À un moment donné, le film ne circulait plus parce que ses droits étaient échus. Donc, il fallait réactiver les fameux droits. Mais c'était sa volonté bien affirmée. Je veux ça. Ce qui est formidable, de la même façon, il avait fait un film, un court-métrage, parce qu'il a fait 2 courts-métrages, Les mots magiques, Les fleurs magiques, et l'un des 2, donc, est consacré à son père, c'était avec Robert Gravel, et il avait décidé que tant que son père était vivant, le film n'était pas montré, je pense que c'était dans un rayon, il m'avait expliqué, de 25 km autour de Montréal. Donc moi, j'avais pu le présenter, le court-métrage, en sa présence à Québec. Ça posait pas de problème. Mais à Montréal, tant que son père serait vivant, puisque c'était une représentation de son père, c'était exclu. Ben, c'est ça un réalisateur aussi, savoir des idées, puis les défendre, et puis dire, c'est ça que je veux. Exact. C'est mon univers, et puis je l'affirme sans m'en faire un problème. On voit ça chez Xavier Dolan. C'est le côté démiurge, là, quelqu'un qui contrôle tout son monde. Bon, vient un moment où il faut aussi faire confiance à ses collaborateurs, faire le montage, la direction artistique, tout. Peut-être qu'il peut y avoir des gens autour de soi puis que l'air demeure respirable. Exact. Voilà. Mais je me rappelle plus c'est qui disait ça, mais tu sais que tu as réussi ton œuvre d'art quand elle est tellement personnelle que tu es très gêné, peut-être même honteux de la montrer. Puis je trouvais ça très intéressant, tu sais, quand c'est tellement une nécessité, puis c'est tellement toi que tu veux pas que tes parents le voient. Oui, ça paraît impudique, en fait, puisque ça te révèle tellement. Mais de la même façon qu'il y a des réalisateurs qui disent, sur des films qui, en apparence, ont rien à voir. En apparence, là. On pourrait pas dire ça. Par exemple, Bergman faisait des films qui se rapprochaient très souvent de sa vie. Mais il y a des réalisateurs qui font des films, en apparence, très loin de ce qui serait leur vie. Et puis ils disent...
tout est tellement moi là-dedans. Vous n'avez pas idée à quel point, puis je vous le dirai pas d'ailleurs, non. mais à quel point ces choses-là que je vous raconte, ces événements, ces personnages, sont des échos de ma vie. Et ça m'appartient. Mais donc, ce sentiment d'impudeur, plusieurs le vivent, effectivement. Exact. Super. L'autre film que j'ai sur ma liste, La Bête lumineuse. Parce que j'en reviens pas que ça existe. De Pierre Perrault, donc un film dans un univers d'hommes, documentaire, et puis un documentaire autour de la chasse, avec tous ses excès, avec un prof de cinéma là-dedans, qui est plus grand que nature, il faut bien le dire, puis il y a des contradictions entre les hommes, et tout ce... Pierre était formidable pour ça. Il savait saisir ce qui était le territoire, le vécu des gens, la langue. C'est un grand observateur de la société québécoise. C'est un grand poète, puis on dirait que c'est écrit. On dirait pas que c'est un documentaire, tu sais. Et pourtant, c'est pas du tout écrit. Et pauvre, c'est tellement triste, mais en même temps, il y a un côté où j'ai ri beaucoup. Puis je me sens mal d'avoir ri. Je sais pas si tu me comprends quand je... Oui, parce que c'est excessif aussi, parce qu'il y a du ridicule à certains moments quand même, là. Tu vois, moi, j'ai retenu Pour la suite du monde. OK. Toujours de Pierre Perrault et Michel Brault, plus classique, sûrement. Mais aussi, c'est sûr que Pour la suite du monde a été un point tournant. Parce que ce film-là, donc des années 60, a été présenté au Festival de Cannes. Ça a été une grande marque dans l'histoire du cinéma direct, parce que c'est une grande marque, c'est-à-dire qu'ils sont restés là longtemps. Brault, Carrière, Perrault, toute l'équipe, à les l'eau coudre, à vivre avec les gens, à construire quelque chose avec eux pour, au final, faire émerger, revenir une tradition ancienne, la fameuse pêche au marsouin. Ouais, mais il y a un geste de fiction là-dedans, parce que c'était plus là, ça revient grâce à eux. Puis ils filment tout ça, mais ils filment des traditions, ils filment des gens simples. C'est extraordinaire. Et pour moi, il y a une vraie poésie, parce que jusque-là, si on regardait, disons, les années 50, quand on faisait des documentaires, c'était des voix, des narrations masculines, omniscientes, qui disent ce jour-là, dans le studio, Marc-Antoine rencontre Michel. Et on nous dit quoi penser de ce qui est en train de se vivre, de ce qui se passe et tout. Bien sûr, tout discours du cinéma direct, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les écouter, et toujours avec des gens simples. Et là, je trouve que puis il n'y a pas de hauteur à dire les gens simples, donc des gens qui vivent, puis trouver de la beauté dans les choses simples, donc des gens qui vivent, et d'aller dans un endroit aussi peu connu à l'époque, que l'île aux Coudres, avec ce qui venait avec ça de langue, de tradition, de mode de vie, de communauté, c'est extraordinaire. Absolument. Parce qu'on entre dans leur monde, puis il va mythifier ces personnages-là. Je dis il, Perrault, bien sûr brouillé pour beaucoup, là, mais il va mythifier ces personnages-là, y revenir, ça devient une forme de référence, il crée quelque chose d'universel avec des gens qui, eux, sont profondément là, dans leur petit monde à eux, sur leur île à eux, donc quelque chose qui est coupé du monde, et ça devient universel. C'est beau quand même. Ah, absolument. Juste pour revenir peut-être sur La Bête lumineuse, vite, il y a quelque chose où faut pas l'écouter si on est très sensible à l'humiliation. Parce que c'est un frère qui... En fait, c'est l'histoire d'une gang de gars. Et un des gars là-dedans a un frère. Et ce frère-là est très intellectuel. Il intellectualise beaucoup. Il parle beaucoup. Il se rappelle de la poésie. Pour lui, il voit toujours un deuxième degré à chaque chose. Ça, c'est pas une table. Il y a toujours quelque chose de plus. Tu sais, le cerf n'est pas un cerf. Le cerf, c'est l'expression même du combat interne qu'on a dans la vie. Donc, il y a quelque chose là-dedans d'extraordinaire. Et il pense qu'avec son arc à flèche, il va être capable d'aller tuer ce fameux cerf mythique-là. Alors que il y a quelque chose aussi où il pense qu'il comprend le peuple. Il y a le peuple avec le grand P. Ça, c'est le peuple. Je connais le peuple. Je vais aller voir mon frère avec ses amis, puis je vais aller à la rencontre du peuple. Et tu te rends compte que le peuple est pas trop intéressé à ce qu'il y ait un intellectuel qui soit là. C'est un rare cas où son discours à lui, qui a une certaine enflure, là, tout ça, qui est grandiloquent,
je connais des gens qui le savent par cœur et qui le jouent. Ah, c'est vrai? Oui. Je veux tellement les rencontrer. Parce qu'ils l'ont intégré dans tout ce que ça avait de spectaculaire. Ben oui. Là. Et puis, effectivement, ça vient avec son humiliation et tout, mais c'est une façon de représenter la société des hommes aussi. Et à sa façon, Pierre Perrault, des années plus tard, aura sa propre bête lumineuse, puisqu'il va courir le bœuf musqué. Okay. Et donc se rendre dans le Grand Nord et attendre donc des images précises du bœuf musqué qu'il veut filmer. Donc il sera dans cette autre mythification d'un animal plus grand que nature. Là. Exact. Ou bon, en tout cas, mais c'est ça. C'est vraiment pour moi un grand film. C'est à toi. Oui, bah moi j'ai par exemple J.A. Martin photographe. Okay. Pour moi c'est une évidence. Aussi, bien sûr, j'ai bien connu Jean Baudin, j'ai bien connu Monique Mercure, Pierre Mignot, Marcel Sabourin, toutes les personnes qui y sont associées me sont chères à différents moments de ma vie. Et puis, j'aime bien l'histoire de ce film-là parce que c'était au départ deux hommes, donc Sabourin et Baudin, qui veulent faire un film sur le couple, on est dans les années 70, et qui ont en tête l'image d'un voyage à moto. Donc, ils partent... Easy Rider, un peu. Oui, parce que c'est l'époque, là. Donc, ils sont dans ce truc-là, puis ils se rendent compte que ça va trop vite. Donc, ça permet pas... Il y a du bruit, la moto, puis ça permet pas de saisir les choses de la même façon. Donc, ils se disent, OK, on va faire le film à moto en carriole, finalement. Ben oui, c'est ça. On va ralentir et on entre dans une cinématographie qui est d'une grande beauté, dans quelque chose qui est complètement différent. Et ils ont, ensemble... Marcel, que j'aime particulièrement, se met en retrait, le personnage qu'il écrit, parce qu'il est ce photographe dont la femme veut vivre quelque chose avec lui, pas s'occuper que des enfants. Et donc, lui qui écrit, mais lui qui joue aussi, est avec cette femme qui s'affirme, qui mord dans la vie, puis qui lui dit « va-t'en pas, puis bouge pas de là mais en même temps, approche-toi pas. Elle veut une chose, elle veut l'autre, et toutes les contradictions, elle mord dans... Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs le film, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, dans lequel Jean Lapointe se préférait. Dans lequel Jean Lapointe? Jean Lapointe, parce qu'ils sont... Ah ben oui! C'est vrai qu'il joue dedans! Exactement, puis il boit un coup dedans, là, c'est ça, parce qu'il est très timide. Il est très timide, il est dans un coin, il la voit arriver, elle, avec ce qu'elle a, effectivement, de charme, et c'est beaucoup pour lui, donc tout ça l'intimide, puis il est en retrait. Là, il se trouvait particulièrement bon, puis il a bien raison. Ça, c'est des moments assez formidables. Ah, sur le coup, je l'avais pas reconnu. Tellement qu'il s'était comme transformé. Tu sais, le personnage de Cabaret n'était pas du tout là. Là, on a un homme timide, un peu... Là, il brisait avec ce qui ont été ses premières présences dans le cinéma québécois au début des années 70, donc les 5 années qui ont précédé. Il était dans la truculence. Dans les comédies, c'était grotesque. On y allait dans la grosse composition. C'est Timine Bernay, la gang, entre Timine autres. Bernay, puis la gang. Qui est fou comme film, ça. Là. Mais Les Deux femmes en or, puis bon, des films comme ça, où parfois c'est gros, on le fait faire un homosexuel ridicule et tout. Donc, on y en fait faire trop. Et là, dans la retenue, moi, je comprends qu'il ait compris ce que son visage exprimait avec peu, et ça donnait quelque chose de formidable. Puis c'est une leçon de cinéma, je dirais, avec l'humilité que commande le cinéma, ce film-là, parce que très souvent, on peut se rappeler de Xavier Dolan, qui avait fait toute une affaire, parce qu'il y avait une comédienne célèbre américaine, Jessica Chastain, qui était dans son film en anglais, et puis ils l'ont coupé au montage. Ouais. Donc là, c'était toute une histoire, mais le film est trop long, mais elle n'est pas fâchée, mais ci, mais ça, etc. Le film J.A. Martin photographe raconte l'histoire de ce couple, donc qui part ensemble sur la route parce qu'elle veut vivre avec lui comme un couple finalement. Ouais. Elle veut retrouver cette vie-là à deux sans les enfants. Mais c'était en fait l'histoire parallèle de deux couples, l'autre couple étant fait de Luce Guilbeault et Denis Drouin, qui sont complètement coupés au montage. Il ne reste d'eux que ce moment, c'est assez cocasse quand on le sait. Bon, Luce Guilbeault, ça la rendait plutôt folle, là, parce qu'elle était fâchée, on peut comprendre. Elle avait joué dans le film. Et d'elle, il ne reste qu'une chose. Le couple, donc, J.A. Martin et Rosémie, sont dans un hôtel, et puis les murs sont pas très étanches, disons. Donc, elle entend les ébats d'un autre couple dans une autre chambre. Ben ça, c'est Denis Drouin et Luce Guilbeault. C'est ce qui reste de leur présence dans le film. Si de mémoire, c'est que
ils sont pas à l'aise parce que justement c'est comme la maison du Seigneur, puis elle veut être proche de son mari, puis d'entendre ça, c'est vraiment, ça faisait trop de bordel. Oui, si ma mémoire est bonne. Sa sexualité, c'est une chose, celle des autres, oui, exact. C'est autre chose, voilà. J'ai parlé Nous d'amour de Jean-Claude Laure, c'est mon oncle qui m'a dit, écoute, faut que tu regardes ça, tu vas adorer, je reviens pas que tu l'aies jamais vu. Boubou, qui était un vrai, c'est Jacques Boulanger. Jacques Boulanger, que j'ai pas connu, là, malheureusement, j'ai pas connu, mais qui est un réel animateur de télévision. Et on y fait jouer un animateur de télévision dans ce film-là, et ça parle des écrit par Michel Tremblay. Ah, ça, tu vois, je savais même pas. Ouais, écrit par Michel Tremblay. Il y a un balado de Radio-Canada qui raconte l'histoire de différentes choses, d'un certain nombre d'événements. Il y en a un consacré à parler d'amour, qui est très révélateur, parce qu'on voit aussi toutes les contradictions de Jacques Boulanger autour de ça, puis le projet de Michel Tremblay, bien sûr. Puis bon, c'est pour moi le film coup de poing de Jean-Claude Laure à cette période-là, mais c'est d'une telle cruauté. Oh, absolument. Parce que ce qu'on voit des gens de la télévision, notamment... C'est très peu flatteur. Non, c'est surtout pas, parce qu'on voit donc un panel d'hommes qui demandent à une femme donc de se dévêtir. Ça a pas de sens, ça. C'est d'une dureté, mais vraiment terrible. Un jour, alors j'ai un répertoire d'anecdotes assez terrifiant quand j'y pense, mais un jour... oui, donc j'ai bien peur, mais bon, c'est comme ça. Mais donc un jour, j'étais à Québec, donc je sais pas, quelque part dans les années 90, et Jacques Boulanger animait l'émission de fin de semaine du matin. Moi, j'ai fait celle avec Joël Bigot pendant plus d'une vingtaine d'années, mais avant, il y en a celle de Montréal a fini par prendre le dessus sur les autres, c'est-à-dire être diffusée partout à travers le Québec. Je parle toujours de Radio-Canada, bien sûr, mais il y en avait une à Québec dans les années 90, et c'est Jacques Boulanger qui l'animait. Donc, j'étais là parce que j'organisais un événement à Québec. On fait une longue entrevue. Je le rencontre, la seule fois de ma vie où je l'ai rencontré, et on parle de cinéma québécois, bien sûr, dans l'entrevue. Et à la pause musicale, donc au milieu de l'entrevue, il me dit « Un jour, je vous expliquerai ce qui s'est vraiment passé sur Parlez-nous d'amour. » Je serais vraiment, vraiment très content d'entendre ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est un film dans lequel il s'est lancé, puis ensuite il l'a regretté. Ah, absolument, mais oui. Il faut dire que j'y étais à l'époque, c'était pas une vedette de la télévision, c'était la plus grosse vedette de la télévision. Okay, bon, ben... et étonnamment, parce qu'aujourd'hui, on peut... Je pense que, sauf erreur, c'était le midi, cette émission-là, qui a été... il y avait Boubou dans le métro, puis il était aux Galeries d'Anjou. Je pense qu'à la fin, il était au Complexe des Jardins, dans les lieux publics, avec du public. Puis c'est une émission de variété, mais hyper populaire. Okay. Mais vraiment, des codes d'écoute pour des émissions de ce genre de créneau-là. Il y a eu Les Tannants, par exemple, qui ont eu ça je connais, au Canal 10 à une autre heure, mais qui a plus d'équivalent aujourd'hui dans un créneau comme celui-là. Et donc, dans ce créneau-là, il avait inventé quelque chose. Il était le genre idéal, finalement. Il était parfait. Oui. Et ça va, la sortie du film, ébranler sa place, et il va tranquillement migrer vers la radio. C'est comme ça que je l'ai rencontré ensuite à la Radio Québec. Il va faire de la radio, parce que dans ce créneau-là, le film lui a savonné la planche comme c'est pas possible. Exact. Et as-tu autre chose, ou même peut-être là-dessus? Non, celui-là, je l'avais pas, mais oui, disons de Denis Arcand, mettons Les Invasions barbares. Okay. Bon, je pourrais mettre plus d'un Denis Arcand. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un regard tellement vif, tellement intelligent sur la société. Parfois même dans des films que j'aime pas, mais je l'ai vu en les décortiquant. Qu'est-ce que t'aimes pas? Non, mais il y a des choses. Le règne de la beauté, c'est une catastrophe là, pour moi. Ah oui, OK. Oui, c'est pas réussi. Mais après, je dis ça, faut vraiment mettre en perspective ce genre de commentaires là, que je viens de faire. En perspective, il n'y a pas... Moi, je disais plutôt, j'aime beaucoup Bergman, ou j'aime beaucoup Fellini, ou j'aime beaucoup Truffaut, mais je peux prendre dans leur œuvre des passages à vide, puis c'est normal. Absolument. C'est-à-dire que les œuvres, par définition, c'est des risques qu'on prend, ou c'est une histoire qu'on pense être aussi fédératrice ou aussi forte que celle d'avant, et
que sera celle d'après. Et puis là, on s'est planté parce qu'on n'est pas synchrone avec la société, ou peut-être parce que c'est pas ça du tout. Mais il y a comme ça des films qui sont mal reçus quand ils sortent. Je dis pas que ce sera le cas du Règne de la beauté, mais et qui, 20 ans après, sont perçus tout à fait autrement, parce que les gens que le recul disent hey, c'est quand même extraordinaire ce que ça dit, ce que ça montre, la façon dont c'est fait. Personne avant lui, elle, est allé vers ça. Donc, les invasions barbares, tu vois, moi, j'attendais pas grand-chose. C'est peut-être que l'absence d'attente est une posture finalement favorable d'une suite du déclin de l'Empire américain, parce que le déclin avait été un tel agent de changement comme succès. Et l'intelligence qu'on y trouvait, il avait observé beaucoup, être avec des sociologues, avec des spécialistes, pour observer les comportements des hommes, des femmes, il s'était servi de tout ça. Et avec une façon, dans le déclin, de voir le Québec si différente, c'est-à-dire que là où, pour les Français, pendant longtemps, notre image, c'était Willy Lamotte et Donald Pilon, c'est-à-dire des gens pour le moins simple, puis s'exprimait, c'est ça, côté cow-boy, puis le Willy Lamotte, là, on est carrément, tu sais, dans la grosse langue québécoise bien affirmée et tout. Et c'est jamais que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, mais on était là-dedans. Et là, on arrive, moi, je fais des blagues quand le déclin est sorti, mais je disais, mais ce qui est formidable, c'est que les Français vont constater qu'on a des écoles. Ben oui, hein, on en a même qui sont allés à l'université, puis ont les mêmes références qu'eux. Absolument, parce que les intellectuels de New York, ceux de Paris, ceux de Londres, ceux de Canberra, se réfèrent aux mêmes auteurs, aux mêmes paradigmes, aux mêmes ci, aux mêmes ça. Enfin, ils ont les mêmes codes sociaux et tout. Donc, tout ça se répercutait à l'étranger, mais là, on nous voyait autrement. Et donc, dans les invasions barbares, la façon dont ils parlent de la mort, bien sûr, de l'amitié, beaucoup, et puis des rapports entre générations, d'une société qui se transforme, un fils qui est dans l'argent et puis qui va comprendre les choses autrement. Le personnage de Marie-Josée Croze qui est formidable, et c'est ce qui va, elle, la consacrer sur le territoire français, mais donc d'une junkie qui se rend utile parce que, elle possède une clé pour aider quelqu'un à affronter la mort, mais avec en même temps ce regard dans la pluralité sur une société, parce qu'ils viennent de différents horizons, puis donc on a vu évoluer les personnages dans une perspective qu'on n'a pas si souvent. Bien sûr, ça arrive de temps à autre, qui n'est pas juste, on fait une suite, comme les Boys 2 qui suivent les Boys 1, mais on prend la mesure du temps. Dans les années 80, dans les années 2000, on retrouve les mêmes personnages, et puis c'est un peu nous. Bien sûr, là, je parle pour ma génération, mais c'est un peu nous qu'on suit là-dedans. Parce que 20 ans plus tard, nous, on a changé, tous les spectateurs, j'entends, et on retrouve des gens qui, comme nous, ont changé, comme nous, ont évolué, puis on regarde comment le temps les a affectés, et si on est honnête, comment ça nous a affectés aussi. C'est ça, je pense, une partie du succès des invasions barbares. Ah, vraiment. Non, exact. Moi, j'aurais pu le mettre, puis ça l'a juste à donner que je l'ai pas mis. Ton crayon est tombé, puis ça n'a pas marché. Mon crayon est tombé? Non, OK. Non, ton crayon est tombé quand tu... Non, vite. Non, mais c'est correct. Et sur ma liste, tu vois, je vais terminer, mais j'ai mis encore 2 films qu'on n'a pas cités, mais Incendie et Léolo. Qui sont 2 pas mauvais choix quand même. Oui, mais je pense qu'on n'a aucun mauvais choix dans tout ça, même quand on aime moins un film. Tous les films que tu as cités sont des films qui ont marqué d'une façon ou d'une autre, mais c'est sûr que Léolo, ça disait tellement l'immense talent de metteur en scène, le regard si singulier de Jean-Claude Lauzon, et la tristesse infinie qui nous a habités quand on a appris sa mort dans des circonstances terribles, un accident d'avion, parce que c'était un homme de cinéma qui était, mais vraiment, complètement ailleurs. Il voyait les choses à sa façon à lui, avec sa folie, parce qu'il y avait des excès chez lui, avec ce qui représente de l'Italie, une espèce d'Italie de rêve là-dedans. Son rapport à son grand-père, la scène de la baignoire, c'est formidable et tout. On était dans l'imagination, puis en même temps dans l'aliénation, parce qu'il y avait de l'aliénation dans ce portrait de famille. Et puis Incendie, pour moi, c'est ce qui va ouvrir la porte pour Denis Villeneuve à une carrière internationale.
Denis Villeneuve, qui avait fait 2 premiers films, Un train de houx sur Terre, Maelstrom, mais qui se ressemblaient beaucoup, et ça tournait un peu en rond, à mon avis, rendu au 2e, mais bon, puis il avait fait Cosmos, bien sûr, auquel il avait collaboré, et qui a fait une longue pause. Il est passé à autre chose, et puis quand il est revenu, c'était Polytechnique et Incendie. Et là, il est revenu en force avec le recul, avec une maturité. Et dans le cas d'Incendie, là, vraiment, des sujets qu'on ne traitait pas dans le cinéma québécois. C'est l'œuvre de Wajdi Mouawad, bien sûr. Oui. Même de Sophocle. et même de Sophocle, bien sûr, parce qu'on va plus loin. Puis on est dans la grande tragédie. Moi, ça me rappelle... parce que le film, je l'ai revu, je les ai tous revus, mais quand je pense à cette acceptation de la tragédie, parce que là, c'est une femme qui a été violée par son propre fils, donc là, on est dans c'est la totale, là, parce que oui, elle a des jumeaux qui sont les neveux et les frères, sœurs de leur oncle père. Voilà, tout ça. Je sais pas comment. C'était plus ou moins. Non, c'est ça. Mais c'est terrible. On s'entend comme. Mais ça me rappelait en fait ce rapport au tragique. Un jour, j'avais invité au Québec un cinéaste tunisien. Puis pour voir, c'est pour une table ronde, comment il percevait le cinéma québécois. On était peut-être dans les années 90. Puis je lui ai dit, tu vois quoi? Puis c'est un excellent cinéaste, là. Puis il me dit, la chose la plus étrange, là, c'est quand on est vraiment au cœur du tragique, paf, faites une blague. J'en reviens pas. Et effectivement, on désamorce beaucoup. Oui. C'est un trait québécois. Tout le monde n'est pas comme ça. Et il y avait dans la nature de cet homme-là, lui faisait des films effectivement très sombres, quand il y allait, et c'est ça, Incendie. C'est une histoire terrible. Et c'est bien sûr Wajdi Mouawad au départ, mais on y va là à fond. J'ajouterais, ça va faire mal. Parce que, oui, il y a ce rapport-là à la religion, mais il y a toutes ces factions-là qui s'opposent les unes aux autres. Il y a des gens qui sont innocemment chez eux au Québec et en principe exclus de ce drame-là. Et puis non, ça les rattrape parce que leur mère, parce que leur histoire familiale. Puis, donc, je ne vais pas aller dans le détail de l'histoire, mais... Là, je repensais à mon cinéaste tunisien qui disait « Faites toujours une blague pour désamorcer. » Puis je me disais « Tiens, là, je pense qu'on a accepté d'aller, mais vraiment au bout de cette chose-là. Et ce talent-là, c'est celui, je dirais, en général, de Denis Villeneuve. Il va dans des univers et il a cette humilité, qui est une force, cette humilité-là, mais de s'entourer des meilleurs. Tout le temps. Là où c'est une autre sorte une autre approche, une autre qualité, là. Mais là où Xavier Dolan est souvent homme orchestre, Denis Villeneuve, quand il est sur le territoire américain, on le voit, là, c'est le meilleur directeur photo, les acteurs, on cherche des pointures, mais on cherche toujours à aller à trouver des gens qui vont servir sa vision. Plutôt que d'imposer finalement un contrôle complet. Non, il y a cette, je dirais, constellation de talents autour de lui. Et ça, on le sentait dès un film comme Incendie, mais Polytechnique, qui était très fort aussi. Là. J'allais dire, est-ce que tu penses que c'est une de ses capacités de sentir qu'il n'est pas inférieur puis d'avoir le courage de demander au meilleur? C'est la force des plus grands leaders. Probablement. Hein? Non, mais les leaders les plus inspirants, c'est ceux qui se sentent pas menacés parce que ils disent, ben voilà, ça, moi je cherche quelque chose qui est de tel ordre, cherchons ensemble. Et tes idées, dans le fond, viennent servir mon projet, si c'est moi qui te le demande. Là. Plutôt que de se dire « Ah non, moi je voulais du bleu et ça va être du bleu, mais dans le fond, je sais très bien que tu as dit du rouge. Puis on l'a essayé, puis j'avais dit au début « Pas de rouge, il n'y en est pas question. » Mais j'avais tort. Et accepter donc que les autres vous proposent des choses et qu'elles servent une vision, parce qu'il faut quand même avoir une vision, ben ça, c'est une force, là. Et moi, je pense que c'est ce qui distingue, c'était vrai de Jean-Marc Vallée, c'est vrai de Denis Villeneuve, c'est
autant avoir une vision qu'une ouverture aux collaborations. Parce que ça reste un métier collectif, le cinéma. Oui. Bien sûr, il y aura toujours capitaine, une capitaine, quelqu'un qui est là, qui doit valider les choix, les orienter, tout ça. Mais ça se fait en groupe. Donc, si on est tout seul dans sa bulle, tôt ou tard, l'équipe ne vous suit pas. Donc, essaie pas de faire le meilleur pour vous. Et on le voit sur le plateau des meilleurs réalisateurs. Il y a ce moment de grâce où tout le monde veut le meilleur pour ce projet-là, parce que la vision imprimée par une personne et l'attitude de cette personne-là, le leadership, ce leadership-là, sont inspirants. Tout ça, c'est inspirant. Donc, voilà. Exact. On vient de définir un bon réalisateur. Génial. Oui, OK. Ben écoute, je pense qu'il m'en reste 3, ça a l'air. Je peux passer vite. Moi, c'est Maurice Richard, parce que j'ai pas le choix. Là. J'ai joué au hockey pendant une quinzaine d'années. Puis je me rappellerai probablement toute ma vie le moment où Roy Dupuis, Maurice Richard rentre et voit sa femme, puis lui dit, de mémoire, t'as marié... ça dure comme 15 secondes. Un joueur des Canadiens de Montréal. Moi, j'écoute, j'ai pleuré. Il n'y a aucune raison. Tu sais, je veux dire, je sais pas pourquoi je pleure à ce moment-là, mais moi, c'est venu toucher visiblement une corde sensible. Puis je trouve que tous les acteurs sont extraordinaires dedans, puis juste parce que j'ai joué au hockey. Là, je trouve que des fois, les films de sport, c'est une équipe, il y a un problème avec le leadership, soudainement. Mais là, c'est plus. Il faut dire que le personnage de Maurice Richard, c'est beaucoup plus, parce que c'est le personnage avec lequel le rapport à l'identité québécoise va bouger. Pas parce que lui était un homme profondément politique, donc c'était pas... politique malgré lui. Là, c'était pas un Michel Chartrand, donc c'était pas son approche au monde. Mais il a choisi à un certain moment de se tenir. Et donc de se tenir face à ce qui était le patronat, donc dans ce cas-là, la Ligue nationale de hockey, a résisté. On a vu ce que ça a créé comme mouvement populaire autour de lui. Donc, il y a là un authentique héros. Et ça, c'est intéressant parce que pendant très longtemps, l'idée de héros et de cinéma québécois, ça allait pas ensemble. Nous, notre spécialité, c'était... les martyrs. Oui, les victimes, les martyrs, bien sûr, mais beaucoup les victimes. Dans les années 50, c'était largement des victimes. Puis Aurore, elle en bave et on s'identifie à elle. Donalda, c'est terrible et on s'identifie à elle. Donc, on s'identifie toujours au petit lapin malheureux dans l'histoire et tout. Donc, il y avait déjà ça, c'est une dynamique chez nous. Et puis, des années 70, on regarde les acteurs. Un jour, j'avais interviewé Marcel Sabourin. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'aime beaucoup. Puis je lui disais, quand même, Marcel, moi je suis enthousiaste, là. Donc, dans les années 70, il n'y a que toi, t'es là partout, t'es dans les films et tout. Alors, t'attribues ça à quoi? Et sa réponse était formidable. En même temps, c'est quelqu'un quand même d'une grande humilité. C'est pas quelqu'un qui trompette. Il disait, oui, mais c'est parce que j'étais pas beau. Pardon? Il disait, oui, finalement, c'est pas... Donc, les Américains, c'était Robert Redford. Les Français, c'était Alain Delon. On s'entend pour dire que si je changeais ma face pour l'une ou l'autre, je l'aurais pris. Non, mais c'était ça, des acteurs de cinéma. Mais qui sont, c'est des beautés hors du commun. Bon, je parle des hommes, puis on peut avoir les équivalents féminins, bien sûr, puisque là, on parlait de Marcel Sabourin. Mais il disait, voilà, j'étais un homme ordinaire. Et ça... dans l'univers du cinéma québécois, ça, c'était bien. Donc, quelqu'un qui a l'air du voisin, qui est pas... On se dit pas... c'est pas une menace, on n'a pas l'impression qu'il peut coucher avec notre femme. Exactement. Mais ça, c'est tout le principe du succès de Femmes en or, qui a été un immense succès, donc en 1900... Absolument, oui. Autour de 1970, 71, 70 peut-être. Il y a tellement d'acteurs, de grands acteurs dedans, de mémoire, là, c'est comme... Mais c'est beaucoup d'acteurs de comédie. Okay. Donc, on a 2 femmes de banlieue, des femmes de Brossard. Moi, je donnais quelquefois des conférences à Brossard en disant, je suis heureux d'être au pays des 2 femmes en or. Donc, vous savoir si accueillante me rend heureux, parce que c'est 2 femmes donc, qui décident d'être très, très accueillantes et s'emmerdent. Leur mari ne s'intéresse pas à elles. Et donc, elles se montrent franchement ouverte à tout homme qui frapperait à leur porte.
Or, c'est déjà des hommes qui n'ont pas une sexualité débridée, parce qu'ils sont plutôt surpris de voir un accueil, ma foi, aussi chaleureux, si je puis dire. Et puis, d'autre part, pour la plupart, il y a un exemple, une exception, c'est-à-dire qui serait Donald Lautrec, là, qui était la vedette de la télévision en petite culotte serrée de cuir. Non, c'est la totale. À l'époque, là, il animait une émission de télévision, c'était le gars le plus sexy de la télévision. Un peu Burt Reynolds? Oui, il était ça, là. Mais donc, il chantait, la moustache. Vraiment, le look, là, autour de 1970, c'était Donald Lautrec. Il était une icône du mâle québécois à la télévision. Toujours est-il, et ça changeait avec, par exemple, Pierre Lalonde, qui l'avait précédé, qui était le côté plus propre, très beau, mais propre sur lui. Là, on était dans quelque chose plus air, par exemple. Okay. Là, donc, un côté psychédélique et tout, là, avec ce genre d'attrait-là. Mais toujours est-il que dans Deux femmes en or, les hommes qui viennent frapper à la porte, c'est Paul Buissonneau, Gilles Latulippe, Paul Berval. Si on regarde ce que sont les films érotiques, on n'ira pas vers la pornographie, mais ce que sont les films érotiques, généralement, on essaie de montrer donc des gens qui vont s'accoupler, qui vont s'intéresser l'un à l'autre et tout, qui ont un attrait sexuel. Oui. Là, Gilles Latulippe, Paul Berval, Paul Buissonneau et tout, on allait vers des modèles qui vont dans le sens de ce que je disais de Marcel Sabourin, c'est-à-dire des hommes ordinaires qui avaient juste cette chance inouïe de voir, ma foi, deux femmes se montrer si généreuses à leur endroit et qui en étaient fort surpris, mais pas mécontents, quoique parfois ils savent pas trop comment se comporter parce que c'est pas... Mais donc, ça a été le succès de ce film-là, tenait beaucoup, puisque j'évoquais les anti-héros, au côté peu... cinématographique, pas vedettarial. Vedettarial. Pas... mais je comprends. Oui, mais pas... riche, beau et célèbre, c'est pas ce que... pas modèle, voilà, elle a ouvert la porte, puis elle est tombée sur deux top modèles masculins qui ont débarqué, et puis voilà, ils ont eu du bonheur. Non, on allait vers la comédie, puisque c'est un film qui joue sur la comédie, puis ça a été la clé de son succès, mais aussi sur une représentation très réaliste, disons, des gens, donc de toutes sortes de mondes. Mm-hmm. Absolument. Non, ça me faisait rire parce que tu parles des États-Unis, des modèles masculins, puis Mastroianni était, pour 8,5, était perçu comme un acteur quelconque. Ça a été le terme qui a été nommé, mais tu fais Mastroianni, c'est pas quelconque, là. Il est très charismatique, il est beau, il n'a pas de sens. Là. Il est d'une grande beauté. Il dégage. Je veux dire, il n'y a jamais un moment où il est pas dans son corps, où il est pas placé d'une certaine manière. Écoute, il fait une cigarette, puis tu fais bon, mais ça a l'air qu'il faut... Oui, mais il fait pas Marl Alpha. Alors que... C'est pas Marlon Brando dans ce sens-là. Si on est Marlon Brando, Paul Newman, je nommais tantôt Robert Redford, ces gens-là, et chez les Français, Belmondo et Delon, par exemple, qui sont leurs équivalents, là, on est dans du mâle... voilà, qui s'affirme alpha, comme... Oui, plus alpha, mais comme... Et ça vaut pour les femmes aussi. Il y avait une grande humilité par rapport à ces personnages, j'entends, et je pense aussi dans la vie, de la part de Marcello Mastroianni. C'est vrai qu'il joue des humiliés surtout, hein, mine de rien. Là. Oui, et il se fondait donc à l'univers proposé par les cinéastes. Il était le double, finalement, de Fellini. Ouais. Mais Fellini, c'est un petit monsieur tout rond, là, donc donc, il cherchait pas une représentation de lui qui soit comme magnifiée. Non, exact. À l'extrême, il trouvait chez Mastroianni, effectivement, un interprète qui avait ça, cette humilité-là, qui essayait pas de se mettre toujours en valeur, même parfois, il prenait du plaisir à s'enlaidir ou à se transformer, puis à se dire que c'est ça, être au cinéma. Alors après ça, on le voyait, puis on disait, quand même, c'est vrai qu'il est beau, là. Donc, mais il s'inquiétait pas de son image. Alors qu'il y a des acteurs qui s'inquiètent beaucoup de leur image. Absolument. On a vu au Québec, le premier acteur qui a eu une gueule, ça a été Roy Dupuis. Et puisque tu nommais Maurice Richard, c'est un de ces rares rôles où il est ça, le gagnant. Le gars, bien sûr, un gagnant menacé, puisque
il doit faire face à l'autorité, mais c'est un leader, c'est un champion, c'est un homme admiré, l'idole d'un peuple à ce moment-là, c'est la carrière de Maurice Richard, mais l'ensemble des films qu'a fait Roy Dupuis sont allés, je dirais, à l'inverse de son image. Ultimement, ça donne, pour moi, il est extraordinaire là-dedans, Being at Home with Claude, un film de Jean Baudin, pour lequel il a perdu du poids, il a donc joué physiquement autre chose que le côté plus bully, plus carré qu'il avait à cette époque-là, l'image qu'il donnait. Donc, il est un homosexuel qui a tué son amant dans un geste de folie. Passionnel, ouais. Oui, dans un geste passionnel. Même assez inexplicable, c'est ça qu'on tente de découvrir. Pourquoi on fait ça? Puis il y avait un trop qu'il a exprimé comme ça, puis il est en confrontation, interrogatoire avec un inspecteur de police joué par Jacques Godin, qui essaie de comprendre et tout. Ça reste un grand rôle. Moi, je l'ai vu au théâtre créer ce rôle par Lothar Bluteau. OK. C'est donc... on est loin de Roy Dupuis, là, puisqu'on... Je crois qu'on... Les gars, qu'on va devoir terminer. Ouais, il va falloir closer ça, mais vous pouvez continuer, juste peut-être résumer ça. Oui, trouver une phrase pour fermer, hein, ça serait bien. Hein? Une seule phrase ou 5 minutes, peut-être? C'est pas moi qui négocie. OK. Bon, ben écoute, les derniers, je finis vite. L'armée de l'ombre. Oui, de mon ami Manon, qui m'attend tout à l'heure. Bon, ben génial. Tu lui diras, son film est extraordinaire sur le milieu des jeunes anarchistes. Et Bum Rush de Michel Jeté, juste parce que j'aime beaucoup son travail, tout simplement. Puis je trouve que ce film-là, je ne peux pas croire que ça ne se passe pas comme ça dans le milieu du gangstérisme et des tenanciers de base. C'est cru, c'est dur. Il y a du combat, ça fait mal. il y a de la chorégraphie, donc je trouve que c'est très épique comme histoire. Ben écoute, Michel, merci énormément d'avoir accepté. Super.